Chers équitants, bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement équestre. Ici, nous partageons une vision holistique de l'équitation, c'est-à-dire dans une approche globale, systémique, considérant les relations de cause à effet entre système humain et système équin dans une même collaboration. Je m'appelle Romain Bamaison, j'ai été cavalier professionnel de saut d'obstacles et j'ai eu la chance d'apprendre auprès de grands maîtres de l'équitation. Aujourd'hui, enseignant, coach et sophrologue, je pratique une méthode mêlant conscience et performance, maîtrise technique et maîtrise de soi, en reliant technique équestre académique et exercices de sophrologie pour développer un équilibre entre le corps, le mental, les émotions et la technique équestre, au service d'une équitation harmonieuse, légère, en fonctionnement avec le mouvement. J'organise des stages pour les cavaliers et forme des enseignants à la méthode. J'en suis persuadé, emprunter ce chemin est une source de joie et de bien-être, tant pour les chevaux que pour les cavaliers. Retrouvez toutes les informations sur mon site romainbamaison.fr, ainsi que mon livre Équitation consciente aux éditions Vigo. Très bonne écoute! Salut les cavaliers et bienvenue dans cet épisode où on va parler de la sécurité avec le cheval, à cheval ou à pied d'ailleurs, et du lien entre cette sécurité et la détente et le calme du cavalier. La détente, on va l'entendre plutôt sous l'aspect physique, détente physique qui se ressent dans le corps, et le calme, on va plutôt le voir sous l'aspect mental, calme mental, disponibilité finalement du mental. Soit la neutralité, c'est-à-dire l'esprit disponible à une réflexion lorsqu'elle sera nécessaire, ou l'image positive créée, l'orientation consciente de la pensée. Quand je parle de calme mental ainsi, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de pensée, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de potentielle pensée perturbatrice liée à la peur, ça veut simplement dire qu'on est capable de ne pas suivre ces présentations d'images ou de discours mental, et qu'on est capable de, au contraire, ou en plus, plutôt, d'orienter notre esprit. La sécurité, on va l'aborder ici avec 5 points principaux. La technique équestre, puisqu'un cavalier qui est bien placé, qui fonctionne bien, c'est évidemment au service de la sécurité. L'usage respiratoire, on en a déjà pas mal parlé sur ce podcast, notamment dans le podcast que j'ai fait sur les 4 principes de la respiration en équitation, qui a un grand lien avec la sécurité, tant par l'influence qu'elle a sur le corps et l'esprit du cavalier que l'influence qu'elle a sur le cheval. On va aussi en 3e point parler de l'utilisation de notre salle de cinéma intérieure, c'est-à-dire l'esprit, les images mentales et le discours mental. Puis, 4e point pour la sécurité, c'est la capacité du cavalier à s'adapter. Et 5e point, c'est assez lié à l'adaptation, c'est l'humilité et le non-ego, pour aller vers la sécurité en fonction de notre cheval, de la situation à l'instant T et de notre niveau et de notre état à l'instant T. Parfois, on a vraiment besoin d'adapter le programme de la séance. Alors, la sécurité d'un point de vue de la technique équestre. La technique équestre, comme j'aime le dire, académique et holistique. L'holistique, ce sera les points d'après. Académique, pourquoi? Eh bien parce que déjà un cavalier qui est au-dessus de ses pieds, c'est un cavalier qui est en équilibre sur ses étriers, ou en tout cas qui est en équilibre dans sa verticalité, même sans étrier, ça marche aussi. Et du coup, c'est un cavalier qui va être capable d'accompagner des mouvements qui vont se faire autour de ce centre de gravité. Quand le cavalier est assis sur ses 2 ischions, que son bas de jambe tombe sous ses hanches dans l'alignement vertical, que ses épaules sont au-dessus de ses hanches dans l'alignement vertical aussi, et que sa tête est dans le prolongement de tout cet axe vertébral. En fait, si vous voulez, c'est vraiment comme si on mettait un point au milieu d'un disque qui tourne. C'est un peu la pointe de la toupie, et qui permet l'équilibre en mouvement, parce que le cavalier est au centre de son cheval, et finalement, les mouvements qui vont être vers l'arrière, vers l'avant ou vers les côtés seront plus facilement absorbés, accompagnés, ajustés, qu'un cavalier qui serait trop en arrière par rapport à son assise, qui serait trop en avant par rapport à ses épaules et son assise, un cavalier qui serait penché d'un côté, contracté d'un côté, etc.
Donc ce qui va être très important, c'est le placement et le fait de travailler son équilibre. Un exercice tout simple et que je fais toujours en stage, c'est à l'arrêt de demander aux cavaliers de se mettre en suspension sur leurs étriers. Et même des cavaliers d'un bon niveau, ça arrive souvent qu'il y ait un déséquilibre vers l'avant ou vers l'arrière. Je le fais aussi, je pense à chaque fois que je monte, de faire cet exercice à l'arrêt ou au pas pour vérifier où est-ce que j'en suis dans mon équilibre. Et quand je sens que je me contracte un peu, il m'arrive de le faire aussi, en plus d'un relâchement point par point, je me mets en équilibre, et le fait de me mettre en suspension sur mes étriers à l'arrêt ou au pas, par la nécessité de centrage que ça induit dans le corps, et bien du coup après quand je me réassis doucement dans la selle, sur la selle, les tensions que j'avais dissymétriques sont disparues. Donc finalement, quand on revient à ce point d'équilibre, à cette centralité à cheval, c'est vraiment aussi au service de notre neutralité et de notre symétrie à cheval. Un autre point d'un point de vue technique équestre qui va être très important d'un point de vue sécurité, c'est la mobilité des articulations. Si un cheval bouge, ce dont on a le plus besoin, je dirais en numéro 1, c'est de descendre les jambes autour du cheval, d'avoir les chevilles qui sont capables de descendre vers le bas quand il y a des mouvements, d'avoir des genoux aussi qui fonctionnent et qui sont capables d'accompagner ces mouvements, cette inertie qui va être générée par le mouvement du cheval. Et cette descente de jambes, elle est entre autres permise par la mobilité du bassin et la mobilité des hanches. Donc dans l'idée, cette mobilité des articulations des jambes vont vraiment nous permettre de nous enraciner autour du cheval. Et moi, je prends souvent cette image des barbes à papa. Vous savez, le dessin animé qu'il y avait en tout cas dans ma génération. Les barbes à papa, c'était des bonhommes qui étaient capables de se moduler, de prendre la forme d'un objet, mais aussi de prendre la forme autour de quelque chose. Et il y a même un épisode des Barbes à Papa où il y a le papa de Barbe à Papa qui monte à cheval, ou en tout cas qui se retrouve sur un cheval. Et je me souviens, j'ai cette image que du coup, avec son corps tout amovible, il entoure le cheval par-dessous. Alors bon, dans le dessin animé, il fait des tours, mais autour du cheval, mais il reste quand même sur le cheval. Donc c'est un peu cette idée, si vous voulez, d'aller s'enraciner autour du cheval, de faire corps autour sans presser. Et on va voir comment on fait ensuite pour avoir cette proximité, descendre le long du cheval, du coup s'enraciner et être stable grâce à la descente de nos jambes, sans générer de contraction. L'autre point qui va être important également, c'est la mobilité des bras. Quand les épaules, les coudes sont verrouillés, en fait, du coup, les moindres mouvements de la tête et de l'encolure du cheval, surtout s'ils sont accentués et non prévus, vont déstabiliser le cavalier dans son entièreté. La rigidité des bras va emmener le reste du corps, et ça peut aller du coup, même si on a une bonne descente de jambes, jusqu'à nous sortir de la selle, parce que cette rigidité des bras, le fait que les bras ne soient pas disponibles au mouvement de la tête et de l'encolure, bah, ça amène tout le reste du corps. C'est assez logique. C'est comme si, voilà, sur une mécanique, on verrouillait les rouages. Vous savez, ça se fait sur les trucs qui nous permettent de tenir le téléphone. Au bout d'un moment, une fois qu'on a trouvé sur le trépied, pour un appareil photo qu'on a trouvé sur le trépied, le réglage, on verrouille. Et là, ça bouge plus. C'est un peu cette idée. Et quand on est à cheval, on doit le maximum du temps, en fait, garder les rouages déverrouillés, disponibles au mouvement du cheval. Je dis souvent, les bras appartiennent à la bouche du cheval. On offre nos bras au cheval, c'est un cadeau. Voilà. Et on essaie de les dissocier finalement du reste du corps. Les bras fonctionnent vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, dans le sens du mouvement du cheval. Et le reste du corps fonctionne entre terre et ciel. Hein, surtout au galop, ça se voit très très bien. La jambe descend, et puis le haut du corps, lui, se grandit dans la verticalité naturelle de la colonne vertébrale du cavalier. Ce qui va être aussi évidemment très important d'un point de vue technique, ça va être la mobilité de votre centre, les hanches, le bassin. Ça va donner énormément de souplesse à votre assiette, d'agilité et du coup de sécurité. Ces points techniques, ils sont pas du tout indissociables de ce qu'on va voir maintenant sur l'usage respiratoire, l'imagerie mentale, puisque pour avoir cette posture corporelle, il faut déjà avoir un esprit qui est capable de se représenter à cheval dans l'espace et de représenter son placement du corps à cheval dans l'espace.
Donc cette imagerie mentale, elle est déjà en action dans la technique. Ensuite, pour avoir cette mobilité articulaire, on a aussi besoin de souplesse musculaire. On a besoin que les muscles soient engagés le strict nécessaire et que le reste des muscles ou le reste du potentiel de tonicité ne soit pas forcément engagé, justement pour permettre cette marge de manœuvre, cette marge d'ajustement, si jamais le cheval bouge de manière non prévue. Et ça va passer par notre deuxième point, qui est l'usage respiratoire. Ce que je voudrais dire, oui, avant le deuxième point, c'est que mobilité articulaire et niveau de tonicité musculaire sont intimement liés. C'est évidemment difficile d'imaginer avoir une grande mobilité articulaire si on a les muscles contractés à 100% de partout. Pour permettre cette mobilité de nos articulations, notamment des bras et des jambes, on va avoir besoin de relâcher un certain nombre de muscles, pourquoi pas consciemment, si jamais inconsciemment ou consciemment on les a contractés. Maintenant, l'usage respiratoire, comme j'en ai pas mal parlé dans plusieurs épisodes, notamment celui du mois d'août sur les 4 principes de la respiration en équitation, la respiration est un langage naturel. Voilà, je vais pas refaire le speech, je vous invite à écouter cet épisode-là, mais la respiration est un langage naturel, le cheval l'écoute, quand on respire, on lui parle. Une respiration saccadée, courte, c'est plutôt un signe de danger. Chaque changement respiratoire chez le cavalier va être une information chez le cheval qu'il va prendre en compte, plus ou moins, mais plutôt plus que moins. Et du coup, le cavalier a un pouvoir de parler à son cheval par sa respiration. Et par exemple, pour la question de la sécurité, pour indiquer au cheval que tout va bien et réduire les risques qu'il s'inquiète, favoriser la chance qu'il ralentisse et qu'il se détende, eh bien, on doit revenir à une respiration ample et régulière. Vraiment, moi, j'en ai fait l'expérience, je pense, des milliers de fois maintenant. Et quand j'ai peur, quand je sens que le cheval est un peu inquiet ou débordant d'énergie, ou que je le connais pas et que je pourrais appréhender sa réaction, comme je sais qu'en générant cette respiration ample et régulière, je vais me donner de grandes chances que tout aille bien, je le fais et vraiment, les chevaux se relâchent. Et même si il y a quelque chose qui effraie le cheval, la réaction qu'il va avoir va être moindre par rapport à si je bloque ma respiration ou au contraire, ou alors si je l'accélère. Donc ça, c'est vraiment un fabuleux outil qui est vertueux parce que on va favoriser la sécurité, le retour au calme de notre cheval lui-même, et on va le faire par la détente, ce qui va maintenir une certaine harmonie dans notre équitation, une certaine harmonie technique, puisque notre corps va rester souple, disponible, on va pas se contracter, et aussi ça va maintenir notre harmonie relationnelle, puisque on va pas se mettre contre le cheval en tirant un grand coup sur les rênes ou autre. Donc déjà essayez ça. Ça veut pas dire que voilà, on peut pas utiliser les rênes dans un moment vraiment de nécessité, mais avant d'en arriver là, d'utiliser les rênes comme un outil de contrôle comme ça, on a la possibilité d'utiliser notre respiration. Évidemment, vous l'avez compris, si cette respiration vient calmer le cheval, elle passe en fait aussi par le système nerveux du cavalier qui va s'apaiser et du coup le corps qui va descendre en niveau de vigilance, qui va pas rentrer ou moins en hypervigilance, et cette respiration ample et régulière, elle va détendre le cheval, mais elle va aussi apaiser votre esprit, votre mental et détendre vos muscles, redonner ou entretenir la mobilité de votre corps, notamment par l'oxygénation des muscles et l'activation qu'elle va avoir sur le système nerveux parasympathique, qui est celui qui favorise la détente, le repos, la quiétude, tranquille. Voilà. Notamment, comme je l'ai dit dans le dernier épisode sur la respiration, l'expiration longue et prolongée, c'est la partie de la respiration qui va vraiment faciliter la détente et l'apaisement de notre système nerveux. Donc on l'a vu, on a des points de technique équestre qui vont vraiment nous mettre en sécurité. On a cet usage respiratoire qui est un fabuleux outil pour revenir à la sécurité en générant de la détente. Et on va aussi avoir notre esprit, l'imagerie mentale et le discours mental qui vont pouvoir favoriser notre sécurité par le calme mental.
C'est interconnecté, hein. Si on vient à une respiration ample et régulière, cette détente corporelle, ça va aussi apaiser le mental et modifier potentiellement ce qui peut se passer dans notre esprit et le degré de négativité des images qui vont être présentées. Donc, en plus de cette respiration ample et régulière, de cette conscience corporelle, de cette capacité à représenter son corps dans l'espace et sur le cheval, ou par exemple, quand on sait que descendre sa cheville et relâcher sa zone bassin, enfin sa zone sacro-iliaque, le bassin, les hanches, c'est au service de la sécurité, même si c'est pas la première chose qu'on ferait instinctivement quand on a peur à cheval, si on le sait et qu'on s'entraîne consciemment à relâcher nos jambes et à relâcher nos articulations, petit à petit, on arrive à consciemment garder une posture à cheval qui soit au service de notre fonctionnement et de notre sécurité. Pour l'imagerie mentale, comme je l'ai dit au début de cet épisode, l'idée c'est pas qu'il n'y ait pas de pensée et qu'il n'y ait pas de pensée négative, de peur. L'idée c'est plutôt que tout comme on s'entraîne à orienter notre corps consciemment, même si c'est pas un réflexe premier, qu'on s'entraîne à revenir à une respiration ample et régulière, même si c'est pas un réflexe premier, on va s'entraîner à produire dans notre esprit l'image de l'exercice réussi, du pont au-dessus de la route, passé sans écart et avec tranquillité, en parallèle de notre respiration ample et régulière, de notre regard projeté, de nos chevilles qui sont descendues. En parallèle de ça, on va faire l'effort mental de créer une image au service de notre sécurité et au service de la réussite finalement de l'exercice, que ça soit à pied ou à cheval, ou du passage particulier qu'on a à mener avec notre cheval. Ça peut passer du coup par cet imaginaire. Moi, je suis beaucoup dans l'image, donc c'est très facile pour moi plutôt de faire l'image. Pour les personnes qui sont fantaisistes ou qui sont un peu moins en appétence avec cette idée de créer des images dans l'esprit, on peut le faire tout à fait avec le discours mental ou un discours à voix haute, en chuchotant, en disant, bah voilà, je vais droit en avant, régulier, tout va bien. Je vais droit en avant, régulier, tout va bien. J'inspire et sur l'expire, je parle. J'inspire et sur l'expire, je me rassure avec ma parole, etc. Ça marche bien. Donc voilà le troisième point. Quatrième point, l'adaptation. Bah là, c'est plutôt un point de stratégie. Comme j'en parle dans mon bouquin Équitation consciente, je parle de stratégie cavalière. Il y a cette idée. Ok, donc dans cette situation-là qui m'est présentée, dans laquelle je ressens de l'insécurité, comment je m'adapte? Comment je m'adapte au cheval et comment je m'adapte à mes propres ressentis et à mon propre sentiment d'insécurité. Ça va être très en lien avec le cinquième point, c'est l'ego et le besoin d'humilité. Si je vois que la situation a un trop haut niveau d'insécurité pour moi, que ça met mon cheval aussi dans une position délicate, et que j'arriverai peut-être pas potentiellement sur cet exercice à ce moment-là, à cette allure-là, à cet endroit-là, à l'amener, à le faire dans la détente et le calme, peut-être que je dois repasser à pied, peut-être que je dois faire un exercice moins difficile, peut-être que je dois aller plus progressivement pour aller dans ce coin-là de la carrière qui lui fait peur. Donc s'adapter. Vous avez le droit de vous adapter, on a le droit de s'adapter, on s'en fout de ce que pensent les autres, mais surtout on s'en fout de ce que votre petit bourreau intérieur pense de vous-même. C'est surtout ça le problème, parce que les autres, ils s'en fichent un peu en fait. Il y a personne d'autre qui porte autant d'intérêt à notre image que nous-mêmes. Donc en fait, voilà, si vous avez besoin de modifier la manière dont vous allez faire quelque chose pour vous sentir en sécurité, c'est ok. Et il vaut mieux ça que de créer énormément de tension. Ça veut pas dire qu'il faut pas se challenger et que si on sait qu'on a les bons outils pour faire face à une situation en restant en sécurité, mais en se dépassant un peu, qu'il faut pas y aller. Si, parfois, voilà, il faut quand même y aller. Et plus on va utiliser son outil corporel, respiratoire et mental, plus on va savoir qu'on a des clés pour dépasser nos peurs. En revanche, la peur, elle est pas là pour rien. Si vraiment il y a quelque chose qui est inquiétant et qui nécessite de réadapter et comme je le disais, de repasser à pied ou à une autre allure, c'est ok. Je vais faire un petit point là sur notamment la peur du cheval. Nous, en tant qu'humains, comme on a une vision de face, majoritairement, en gros, on a une vision, je pense, à 180 degrés, peut-être un peu moins.
Nous, on va avoir tendance à présenter le cheval en face de ce qu'il effraie, sauf que c'est pas là qu'il va peut-être mieux le voir, puisque de face, le cheval a un champ de vision assez réduit. Ce qu'on va avoir peut-être besoin de faire plutôt, c'est de montrer de face, pourquoi pas, mais dans un deuxième temps, je dirais, et entre-temps passer de côté, à droite, à gauche, et que le cheval, avec sa vue périphérique, il puisse analyser l'objet de sa peur de côté. Ce qui va être nécessaire aussi, à mon avis, c'est de laisser de la mobilité tête en colure pour que le cheval puisse aller sentir, regarder l'objet d'un peu plus près et sous un angle un peu plus précis. Parce que c'est vrai que sinon, quand on a peur, on a plutôt tendance à accrocher les rênes, à vouloir garder la tête là-haut, mais c'est un peu comme si, voilà, il y avait un monstre sous le lit, mais on vous interdit de regarder sous le lit. Bon, c'est pas super rassurant. Vaut mieux aller jeter un coup d'œil. Donc, voilà l'idée. Si on récapitule, on a 5 grands points, dont 3 qui sont très interdépendants. Premier point, c'est la technique équestre, donc la capacité à se placer. Là-dedans, il y a un grand degré de mobilité articulaire et de niveau d'engagement musculaire. On a un deuxième point pour la sécurité qui est l'usage respiratoire, revenir à une respiration ample et régulière. Ça va vraiment détendre les chevaux, détendre votre corps et favoriser votre esprit au calme. Et du coup, le troisième point, c'est l'esprit, imaginaire mental et discours mental qu'on oriente vers la réussite, vers l'exercice réussi, vers voilà, l'élément mené en toute sécurité et dans le calme. Et les deux derniers points qu'on a vus, c'est que parfois il faut savoir s'adapter et lâcher son ego et avec humilité adapter les choses à ce que nous propose le cheval et à notre possible du jour pour gérer cette situation. Voilà. Écoutez, j'espère que ce podcast aura été intéressant pour vous. J'ai envie de finir avec des exemples vraiment répétitifs que j'ai pu voir en stage, et notamment une cavalière qui avait peur de galoper et elle se faisait embarquer en fait quand elle galopait. Elle montait avec un licol en plus, donc un peu moins de contrôle peut-être qu'avec un mors. En tout cas avec le dressage qui était en place à ce moment-là avec le cheval. Et voilà, pour elle, fallait pas galoper. Elle n'avait même pas pensé à galoper pendant ce stage. Et en fait, pendant les stages, voilà, je travaille beaucoup sur la respiration, entre autres choses, la conscience corporelle et la technique pure, et l'orientation de l'esprit. Et on utilise beaucoup la respiration pour les transitions. Pour les transitions descendantes, c'est de l'expire. On travaille sur une expire lente. Et du coup, elle a découvert qu'elle pouvait faire des transitions facilement en expirant et en relâchant son corps. Son cheval répondait bien, et dans des transitions trop pas, c'était très facile. Ils commençaient à bien fonctionner tous les deux, avec vraiment du liant, une synchronisation du corps de la cavalière au cheval. Donc, je lui dis, écoute, je pense que tu peux galoper. Et puis, si jamais il s'emballe comme il a pu déjà le faire, ce que tu fais, c'est que tu reproduis ce que tu as fait en passant du trot au pas, tu fais une expire longue, et tu relâches consciemment ton corps en descendant dans ta selle, le long de ton cheval. Et donc, elle a galopé, au début ça se passait bien, puis à un moment il y a eu un bruit, je crois un hélicoptère en plus, donc son cheval est parti, et elle est revenue à cette expire consciente et ce relâchement conscient musculaire, et son cheval, elle a repassé au pas en 3 secondes. Donc voilà, ça c'est un exemple qui montre que la détente et l'usage conscient de soi d'un point de vue respiratoire notamment est au service de la sécurité. Donc pour finir, quand je fais le lien entre sécurité et détente, je dis pas qu'il faut être un gros chamallow, pas du tout engagé musculairement ou pas concentré. Au contraire, mais ça se fait automatiquement. C'est plutôt que on va gagner à partir de l'orientation et le niveau de tunicité nécessaire à la situation à cheval. On va gagner à faire un peu moins, à enlever des tensions inutiles, à ne pas se contracter pour rester en sécurité. Vraiment, c'est plutôt ce degré-là. Ne pas ajouter de tension, plutôt rajouter de la détente pour revenir à la sécurité. Si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien vous pouvez rejoindre le programme Équitation sophrologique. Il y a toutes les infos sur mon site internet. Vous allez avoir énormément de choses, voilà, 54 exercices de sophrologie équestre avec différents buts, des buts techniques, de préparation technique,
des buts de gestion émotionnelle, gestion mentale, et des buts de conscience corporelle, toujours au service de la technique. On parle aussi énormément de respiration évidemment et d'imagerie mentale. Et il y a un module sur la technique équestre où je décris vraiment toutes les bases d'une équitation harmonieuse. Et enfin un module sur le développement personnel du cavalier avec des exercices à télécharger, à faire, que j'explique aussi en visio et qui vont permettre de travailler sur différents points: l'ego, les biais cognitifs, la gestion des échecs, des réussites, l'analyse de séances, les étapes de l'acquisition de compétences, etc. pour justement aussi favoriser notre progression avec un état d'esprit positif qui est souvent nécessaire à la progression en parallèle des axes d'amélioration et d'un état d'esprit critique. Si on se concentre uniquement sur ce qui va pas, en fait, on va pas consolider ce qui va. Et pour progresser, on a besoin, oui, de voir ce qui manque et ce qui est amélioré, mais on a aussi besoin de savoir ce que l'on sait faire, comment on le fait, quand on le fait et pourquoi. Et c'est ça, des vraies compétences et des forces. Et il n'y a que avec un regard positif et bienveillant sur soi et sur sa pratique qu'on va aller consolider aussi bien nos compétences équestres. Allez, cette fois, j'arrête. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.